À un moment donné, tu as appris qu'il fallait être fort tout le temps. Avancer, tenir bon, ne pas te plaindre, ne pas montrer de faiblesse. Mais cette force a un prix élevé. Elle exige le silence, une tension constante et un esprit toujours en alerte, comme si se détendre était dangereux. Les stoïciens ont vu cela avec clarté. La résilience n'est pas supporter davantage. C'est souffrir moins à l'intérieur pendant que tu fais ce qui doit être fait. Il ne s'agit pas d'ignorer ce qui fait mal, ni d'endurcir le cœur. Il s'agit d'apprendre à penser avec clarté quand la pression arrive, de ne pas livrer ta paix à chaque situation hors de ton contrôle, d'agir avec conscience là où il existe encore un choix. C'est pour cela que le stoïcisme n'a jamais été seulement une philosophie à lire. C'est un entraînement quotidien de l'esprit, une manière concrète d'organiser les pensées, les émotions et les décisions pour traverser la vie avec plus d'équilibre. Dans cette vidéo, je vais te guider à travers 10 méditations stoïciennes, simples et directes, que tu peux appliquer dans ta journée pour renforcer ta résilience, approfondir ta sagesse et traverser ce qui viendra avec plus de solidité et moins d'usure intérieure. Maintenant, arrête-toi un instant, respire, ramène ton attention au présent. Et commençons avec la première méditation. Numéro 1. Tu n'as pas besoin que tout soit parfait. Tu n'as pas besoin que tout fonctionne comme tu l'espérais. Ce dont tu as besoin, c'est de rester solide quand quelque chose échoue, parce que ça va échouer, pas comme une punition, pas comme un signe d'incapacité, mais parce que c'est la nature réelle de la vie. Il existe une attente que beaucoup de gens portent depuis très tôt, celle que, s'ils font tout correctement, la vie devrait suivre, couler sans friction, récompenser sans résistance, comme si l'effort était une garantie de tranquillité. Et quand cela n'arrive pas, quand quelque chose échappe au contrôle, l'esprit ne pense pas seulement « ça a mal tourné », il pense « il y a quelque chose qui ne va pas chez moi ». Mais la vie n'est pas en tort quand tout déraille. Elle ne te punit pas, elle ne te met pas à l'épreuve. Elle est simplement en train d'arriver en dehors du scénario que tu as écrit dans ta tête. Rien ne garantit que les choses se passeront comme tu l'as planifié, et le problème commence quand tu conditionnes ta paix au fait que tout se passe bien. À ce moment-là, sans t'en rendre compte, tu remets ta stabilité entre les mains de facteurs extérieurs et tu commences à vivre tendu, sur le qui-vive, toujours en train d'anticiper la prochaine erreur pour ne pas te sentir mal à nouveau. Celui qui ne se sent bien que lorsque tout est aligné vit en risque permanent, parce qu'il suffit d'un retard, d'une réponse négative, pour que tout s'effondre à l'intérieur. La véritable erreur n'est pas quand quelque chose tourne mal. L'erreur, c'est de s'attendre à ce que cela n'arrive pas. L'imprévu n'est pas l'exception, c'est la règle. La chute n'est pas un accident sur le chemin. Elle fait partie du parcours de toute vie réelle. Et quand tu acceptes cela pour de vrai, pas seulement comme une belle idée, quelque chose d'essentiel change en toi. Tu arrêtes de gaspiller ton énergie à lutter contre la réalité et tu commences à te préparer à l'affronter avec plus de lucidité. Pense ainsi. La tête fonctionne comme le corps. Il ne devient pas fort en évitant le poids, ni en exigeant que tout soit léger. Il devient fort en apprenant à soutenir la charge. Chaque frustration, chaque retard, chaque perte est un poids placé dans tes mains. Tu peux le laisser tomber par terre et te plaindre que c'est injuste, ou tu peux comprendre que c'est précisément ce poids qui est en train de te renforcer. La résilience n'est pas l'absence de douleur, ce n'est pas la froideur, ce n'est pas l'indifférence. C'est la capacité de ressentir l'impact sans perdre ton axe, de traverser l'inconfort sans abandonner la personne que tu as décidé d'être, de rester entier même quand le décor ne collabore pas. Épictète enseignait quelque chose de simple et de profond. N'attends pas que les événements arrivent comme tu le désires. Décide de vouloir les choses telles qu'elles arrivent. C'est de l'intelligence émotionnelle appliquée, parce que celui qui accepte la réalité comme point de départ agit avec clarté, tandis que celui qui la rejette vit frustré et toujours en guerre avec la vie. Cette solidité ne naît pas dans les grands moments, ni dans les discours motivationnels. Elle se construit dans les petits frottements du quotidien, quand quelque chose ne se passe pas comme tu l'espérais, quand on te contredit, quand tu perds quelque chose que tu croyais acquis. C'est dans ces moments-là que tu entraînes ta réponse intérieure. Celui qui n'avance que lorsque tout est favorable ne développe pas une force réelle, mais celui qui apprend à rester debout quand les choses déraillent construit une stabilité qui ne dépend pas du hasard. Alors aujourd'hui, fais un choix silencieux mais conscient. Ne pas exiger la perfection de la vie ni de toi-même.
exigez la solidité. Et si cela a résonné en toi, écris dans les commentaires. Je n'ai pas besoin de perfection. Je choisis la solidité. Pas comme une jolie phrase, mais comme une posture, à partir de maintenant. Numéro 2. Grandir, c'est arrêter de réagir par l'ego. Il existe un moment très précis où l'ego apparaît. Ce n'est pas quand tout va bien. C'est quand quelqu'un te contredit, quand tu es corrigé, quand une critique touche un point sensible, quand quelque chose se passe mal et que ta première réaction est de te justifier, de te défendre ou d'attaquer. À cet instant, une voix intérieure surgit en disant « Ne laisse pas passer ça. Réponds. Montre que tu sais. Prouve qu'ils ont tort. » Cette voix ne veut pas que tu grandisses. Elle veut que tu gagnes la situation, même si cela te coûte de l'apprentissage, de la paix et de la clarté. C'est ça, l'ego. Le problème n'est pas d'entendre cette voix. Tout le monde l'entend. Le problème, c'est d'agir en pilote automatique, sans se rendre compte que quand tu obéis, tu ne protèges pas ta dignité, tu protèges une image fragile. Quand l'ego prend le contrôle, tu n'agis pas pour évoluer, tu réagis pour ne pas te sentir inférieur. Tu parles pour t'imposer, pas pour construire. Tu insistes pour ne pas admettre le doute. Et peu à peu, tu commences à vivre dans un état de défense constant. L'ego promet de la force, mais il livre exactement l'inverse. Plus tu as besoin d'avoir raison, plus tu deviens vulnérable. Plus tu as besoin de te sentir supérieur, plus chaque désaccord devient une menace. Une critique devient une attaque. Une erreur devient une humiliation. Un échec devient quelque chose d'impossible à regarder en face. Pense à cela de manière simple et visuelle. L'ego est comme un verre vide qui fait du bruit quand on le touche. Plus il est vide à l'intérieur, plus le son est fort. Celui qui est rempli n'a pas besoin de raisonner, n'a pas besoin de s'imposer, n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit. Quand tu dépends de la reconnaissance extérieure pour te sentir bien, ta vie cesse d'être entre tes mains. Ton humeur commence à dépendre de la réaction des autres. Ta paix dépend des applaudissements. Ton identité oscille en permanence. Gonflée quand elle est louée, blessée quand elle est contrariée. Cela fatigue, cela use et cela enferme. Maîtriser l'ego, ce n'est pas se diminuer, ni perdre confiance. C'est retirer sa propre valeur des mains des autres. C'est savoir écouter sans se sentir attaqué. C'est s'ajuster sans ressentir de honte. C'est rester ferme sans avoir besoin de se grandir. Épictète l'a formulé de manière directe, sans maquillage. Si tu veux t'améliorer, accepte de paraître ignorant ou sot dans certaines choses. Cette phrase ne parle pas d'humiliation, elle parle de liberté. Parce que celui qui n'a pas peur d'apprendre n'a pas besoin de se défendre tout le temps. Les personnes véritablement fortes ne vivent pas enflammées, elles n'ont pas besoin de gagner des conversations, ni d'écraser des opinions, ni de maintenir une image. Leur sécurité ne vient pas de la comparaison, elle vient de la cohérence entre ce qu'elles sont et la manière dont elles agissent. C'est une force discrète, mais extrêmement solide. Vivre sans le poids de devoir prouver sa valeur, agir sans masque, grandir sans rivaliser. Alors aujourd'hui, quand quelque chose te contrariera, et cela arrivera, fais une pause courte, mais consciente. Avant de réagir, demande-toi, est-ce de la croissance ou est-ce l'ego qui réclame la scène? Et choisis de grandir. Si ce point t'a parlé, écris dans les commentaires « Je n'ai rien à prouver ». 3. L'erreur enseigne plus que la réussite. Avant de sortir du lit aujourd'hui, comprends ceci calmement. L'échec n'apparaît pas chez ceux qui restent immobiles. Il surgit seulement dans la vie de ceux qui ont essayé de bouger, de ceux qui ont osé faire quelque chose qu'ils ne maîtrisent pas encore, de ceux qui ont mis leur propre peau en jeu. Si quelque chose s'est mal passé, cela ne signifie pas que tu as échoué en tant que personne, cela signifie que tu t'es mis en mouvement. Mais la plupart d'entre nous ont appris à regarder l'erreur de la mauvaise façon. Très tôt, on nous a appris à associer l'échec à la faiblesse, le faux pas à l'incapacité, la chute à la honte. Et à cause de cela, beaucoup de gens passent toute leur vie à tourner en rond, à répéter ce qu'ils savent déjà, à choisir toujours le chemin le plus sûr, non pas parce que c'est le meilleur, mais parce que c'est le seul qui ne menace pas l'ego. Le résultat est une vie propre et étroite. La vérité, c'est que l'échec ne ferme pas la route, il marque un point du chemin. C'est comme un panneau silencieux qui dit « Ici, il y a quelque chose que tu n'as pas encore appris ». Pense simplement se tromper,
C'est comme essayer d'ouvrir une porte et se rendre compte que la clé ne tourne pas. Tu peux t'insulter, abandonner et partir, ou tu peux comprendre que cette résistance t'enseigne où ajuster la main, la force, la manière. La porte n'est pas là pour t'humilier, elle est là pour t'orienter. Chaque erreur révèle un angle mort. Chaque chute montre une compétence qui doit encore être construite. Et lorsque ta seule réaction à l'échec est de te culpabiliser, d'avoir honte ou d'abandonner, tu jettes exactement la partie la plus précieuse de l'expérience, l'instruction. Personne ne grandit sans inconfort, personne ne mûrit sans se tromper en public, sans se sentir exposé, sans découvrir qu'il ne sait pas tout ce qu'il pensait savoir. Si tu ne fais que ce que tu maîtrises, tu n'évolues pas. Tu ne fais que te répéter avec plus de confort. L'échec ne montre pas ce que tu veux voir, il montre ce que tu as besoin de voir. Apprendre à perdre sans perdre confiance est l'un des plus grands pouvoirs qu'une personne puisse développer. Parce qu'au moment où tu comprends que l'échec n'efface pas ta valeur, quelque chose se relâche à l'intérieur. La peur d'essayer diminue, l'anxiété de tout réussir disparaît, et le mouvement revient. Sénèque l'enseignait de manière directe. Ce ne sont pas les événements qui nous troublent, mais l'interprétation que nous en faisons. L'erreur ne définit pas qui tu es. Elle indique seulement où tu te situes, et celui qui comprend cela avance plus vite, non pas parce qu'il évite de tomber, mais parce qu'il ne reste pas au sol. Pendant que beaucoup s'arrêtent par orgueil, par honte ou par peur de paraître incompétent, toi tu continues, tu observes, tu ajustes, tu t'améliores. Non par chance, mais par posture. Ce qui sépare ceux qui vont loin de ceux qui restent en chemin, ce n'est pas l'absence d'échec, c'est la capacité de ne pas se briser à cause d'eux. C'est cela, la vraie résilience. Ne pas fuir l'échec, mais l'utiliser comme une carte. Ne pas nier la douleur, mais en extraire de la clarté. Parce que bien souvent, quand il semble que tu as perdu, la vie ne te punit pas, elle te redirige. Alors aujourd'hui, face à ce qui n'a pas fonctionné, fais ce choix conscient, ne pas t'attaquer, ne pas abandonner, ne pas te cacher. T'entraîner, apprendre, t'ajuster et continuer. Si ce passage t'a parlé, écris dans les commentaires « J'apprends, j'ajuste, je continue » et avance maintenant avec plus de clarté qu'avant. 4. Rien n'est à toi pour toujours, et cela libère. Avant de commencer ta journée, arrête-toi quelques secondes et fais un exercice que presque personne ne fait, non par peur mais par inconfort. Imagine que tout ce qui aujourd'hui te semble acquis ait déjà été retiré de ta table, comme quelqu'un qui arrive, nettoie l'espace et s'en va sans explication. Ta santé, ta maison, ta liberté, les personnes que tu aimes. Maintenant ouvre les yeux, perçois quelque chose de simple et de brutal. Tout est encore là. Rien n'a été emporté, rien n'a été arraché, rien n'a été perdu. Et malgré cela, tu traites tout comme si c'était infini. C'est là l'erreur invisible. Ce n'est pas une ingratitude consciente, c'est un automatisme. Tu te réveilles, tu accomplis des tâches, tu te plains de ce qui manque, et tu piétines ce qui existe, comme quelqu'un qui traverse un jardin en ne regardant que le sol. Le stoïcisme enseigne un geste différent, ne pas attendre la perte pour s'éveiller, mais s'éveiller avant la perte. Quand tu imagines l'absence, la présence change de poids. L'ordinaire prend des contours, le quotidien cesse d'être du bruit. Un café chaud n'est pas qu'une habitude, une conversation n'est pas qu'un fond sonore, respirer sans douleur, marcher sans difficulté, arriver vivant à la fin de la journée cesse d'être un décor et devient le premier plan. Pense ainsi de manière directe. Celui qui croit que quelque chose est garanti en prend mal soin. Celui qui sait que quelque chose est provisoire en prend mieux soin. Marc Aurèle le rappelait sans drame, simplement avec lucidité. Tout ce que tu aimes t'est prêté. Pas comme une menace, mais comme un rappel. Rien n'est à toi pour toujours. Et c'est précisément cela qui rend chaque chose précieuse maintenant. Quand tu comprends cela, quelque chose change dans le concret. Tu cesses de gaspiller ton énergie dans de petits conflits. Tu cesses de dilapider des mots dans des discussions vides. Tu cesses de repousser la présence comme si tu avais du temps en trop. Vivre comme si tu avais déjà tout perdu n'est pas renoncer à la vie. C'est arrêter de la traiter comme un stock infini. C'est vivre avec urgence, mais pas l'urgence de l'anxiété. C'est l'urgence de celui qui sait que l'horloge avance, même quand tu fais semblant de ne pas l'entendre. Sénèque a résumé cela avec une précision chirurgicale. Rien ne nous appartient, tout nous est confié.
Et celui qui comprend cela ne vit ni agrippé, ni terrorisé, il vit attentif. Parce que celui qui a déjà accepté l'impermanence ne vit pas dans la peur de perdre, il vit avec plus de soin tant qu'il a. Alors aujourd'hui, fais un geste simple en commençant ta journée. Choisis d'être présent, et pas seulement de fonctionner. Si cela a fait sens pour toi, écris dans les commentaires « Aujourd'hui, je choisis de vivre éveillé », comme une posture face au temps qui est encore entre tes mains. 5. Remettre à plus tard t'affaiblit. Il existe un type de fatigue qui ne vient pas d'un excès d'effort. Elle vient du fait de se réveiller tous les jours, en sachant exactement ce qui doit être fait, et de ne pas le faire. Ce n'est pas le travail qui pèse, c'est le report. Chaque fois que tu repousses quelque chose à plus tard, ce n'est pas seulement une tâche qui reste en suspens. C'est une décision intérieure que tu prends sans t'en rendre compte. Tu te dis à toi-même, ce n'est pas si important maintenant. Et quand tu répètes cela de nombreuses fois, ta propre parole commence à perdre de la valeur à l'intérieur de toi. C'est ainsi que l'affaiblissement commence. La procrastination se présente rarement comme une paresse évidente. La plupart du temps, elle ressemble à un soulagement momentané, à un repos mérité et à une promesse que tu feras mieux demain. Mais ce soulagement porte des intérêts. Et il les réclame tous les jours, dans les conversations que tu évites, dans les décisions que tu repousses, dans les actions simples que tu sais capables de résoudre un problème, mais que tu préfères ne pas affronter. Tout cela ne disparaît pas, cela s'accumule dans l'esprit, comme trop d'onglets ouverts sur un vieil ordinateur. Au début, ça fonctionne. Ensuite, tout commence à se bloquer. Pense à cela de manière simple et visuelle. Remettre à plus tard, c'est comme cacher des déchets sous le tapis. Au début, la pièce paraît propre, mais il suffit de quelques jours pour que l'odeur apparaisse. Et plus tu tardes à soulever le tapis, plus il devient difficile d'affronter ce qui se trouve dessous. Ce n'est pas la tâche qui grandit, c'est ta résistance qui diminue. Quand tu repousses sans cesse ce que tu sais devoir faire, tu entraînes une partie bien précise de ton esprit, celle qui préfère le confort immédiat à la construction du caractère. Et, sans t'en rendre compte, tu commences à lui remettre les commandes de ta vie. Épictète a dit quelque chose de trop direct pour être ignoré. Aucun homme n'est libre s'il n'est pas maître de lui-même. Remettre à plus tard n'est pas un manque de temps, c'est une perte de commandement. L'action n'exige pas la perfection, elle exige une décision. Ce n'est pas tout faire parfaitement, c'est arrêter de négocier avec toi-même chaque fois que l'inconfort apparaît. Agir même sans envie, agir même sans certitude, agir même de façon modeste. Chaque action faite au bon moment renforce quelque chose en toi qu'aucune motivation ne construit, le respect de soi. Et cela s'accumule, silencieusement. N'attends pas de te sentir prêt, ce moment n'arrive presque jamais. La confiance ne vient pas avant l'action, elle vient après, comme une conséquence. Si tu continues à attendre le scénario idéal, tu passeras toute ta vie à te préparer à une vie qui ne commence jamais. Alors aujourd'hui, au réveil, fais un accord simple avec toi-même. Ne pas remettre à plus tard ce qui est déjà clair, ne pas repousser ce qui pèse déjà, ne pas négocier avec ta propre conscience. Choisis d'agir, même de façon imparfaite, même inconfortable, même petit, parce qu'agir renforce et remettre à plus tard, chaque jour, affaiblit. Si cela a fait sens pour toi, écris dans les commentaires. Aujourd'hui, j'agis. Pas comme une promesse vide, mais comme un commandement intérieur. Numéro 6. L'exemple pèse plus que l'opinion. Observe quelque chose de simple. Juger donne une sensation rapide de contrôle. Pointer l'erreur des autres crée un soulagement momentané, presque comme si, pendant quelques secondes, tu étais au-dessus de la confusion, du chaos, du problème. Mais ce soulagement dure peu, et la vérité est qu'il ne construit rien. Critiquer est facile parce que cela n'exige aucun risque, tu observes de l'extérieur, tu analyses à distance, tu commentes sans t'exposer. Pendant ce temps, ta propre vie reste en attente, immobile, comme quelqu'un qui passe la journée entière à commenter le match sans jamais entrer sur le terrain. Vivre comme un juge te maintient prisonnier exactement de ce que tu condamnes. Ton énergie va vers la réaction, pas vers la construction. Tu parles beaucoup de ce qui devrait changer, mais peu de ce que tu es prêt à soutenir par ton propre comportement. Le stoïcisme a toujours été direct sur ce point. Ce qui transforme, ce n'est pas le discours, c'est la posture. Ce n'est pas ce que tu exiges des autres, c'est ce que tu vis
quand personne ne regarde. Pense-y ainsi, de manière simple et visuelle. Un thermomètre ne fait qu'enregistrer la température. Un thermostat change l'ambiance. Juger, c'est être un thermomètre. Donner l'exemple, c'est être un thermostat. Un lieu ne change pas parce que quelqu'un se plaint de l'obscurité. Il change quand quelqu'un se lève et allume la lumière. Et ta vie fonctionne exactement de la même manière. Quand tu agis avec cohérence, même en silence, quelque chose se produit. Tu enseignes sans faire de discours, tu influences sans faire pression. Tu construis de l'autorité sans avoir besoin de t'expliquer. Marc Aurèle a écrit dans ses méditations « Ne perds pas de temps à discuter de ce que doit être un homme de valeur. Deviens-en un ». Cette phrase déplace l'axe. Elle te retire du rôle de commentateur de la vertu et te place dans celui du pratiquant. Être un exemple, ce n'est pas être parfait. C'est être honnête avec son propre comportement. C'est se corriger avant de corriger le monde. C'est aligner l'attitude et la valeur, même quand cela coûte du confort, de l'approbation ou des applaudissements. Dans un monde rempli de bruit, d'opinions et de pauses, celui qui vit avec intégrité devient une référence sans essayer, non pas parce qu'il s'impose, mais parce qu'il tient. Et ce type de respect ne s'exige pas, il se construit. Tu n'as pas besoin de titre, d'autorité ou de permission pour vivre ainsi. Tu as seulement besoin d'une décision. La décision d'arrêter de dépenser ton énergie à juger ce qui est à l'extérieur et de commencer à investir dans ce qui est sous ton contrôle, tes actions. Alors, avant de continuer ta journée, fais un ajustement simple mais profond. Moins d'opinions, plus d'exemples, moins de discours et plus de pratique. Numéro 7. Tu décides à quel point quelque chose t'affecte. Le monde va continuer à se produire en dehors de toi, avec ou sans ta permission. Les gens vont parler, des erreurs vont arriver, des plans vont échouer, des décisions seront prises sans te consulter. Mais rien de tout cela n'a de pouvoir réel sur toi, à moins que tu ne le permettes. Ce qui fait mal, ce n'est pas le fait en lui-même, c'est le sens que tu lui donnes. Le vrai coup ne vient pas de ce qui s'est passé, il vient de l'histoire que tu racontes à propos de ce qui s'est passé. Une offense n'est qu'un son dans l'air jusqu'au moment où tu décides de la porter. Une erreur n'est qu'un événement neutre jusqu'à l'instant où tu la transformes en étiquette. Une perte ne détruit personne à elle seule, elle n'obtient ce pouvoir que lorsqu'elle devient une identité. Le monde n'envahit pas ton esprit, il frappe à la porte. Les critiques, les frustrations, les imprévus, les rejets, tout cela arrive comme des visiteurs. Mais ne reste que ce que tu invites à entrer, à s'asseoir et à rester. Tant que tu crois que tout ce qui est à l'extérieur a du pouvoir sur toi, tu vis en état d'alerte. Tu réagis à chaque commentaire, tu revis chaque erreur, tu livres ta paix comme quelqu'un qui remet la clé de sa propre maison à n'importe qui, et cela te rend captif. Épictète utilisait cette phrase comme un mode d'emploi de l'esprit. Ce ne sont pas les choses qui troublent les hommes, mais les opinions qu'ils s'en font. Au moment où tu comprends cela, quelque chose se déplace à l'intérieur de toi. Tu perçois que le fait est une chose, l'histoire que tu racontes à son sujet en est une autre. Et c'est cette histoire qui décide si tu traverses ou si tu t'effondres. Cela ne signifie pas devenir une pierre, ni faire semblant de ne rien ressentir. Tu ressens encore de la tristesse, tu ressens encore de la colère, tu ressens encore de la frustration. La différence, c'est que l'émotion te traverse, elle ne s'installe pas. Prendre soin de ton dialogue intérieur, questionner le premier élan, ne pas croire tout ce que l'esprit dit dans la chaleur du moment, c'est comme placer un filtre entre toi et le chaos. La vie continue de se produire, les défis continuent d'arriver. Mais maintenant, ils trouvent une structure. Marc Aurèle a écrit quelque chose que peu de gens appliquent vraiment. Tu as pouvoir sur ton esprit, non sur les événements extérieurs. Prends-en conscience et tu trouveras la force. C'est cela la vraie force, et elle ne peut pas t'être arrachée. Quand tu vis ainsi, ton calme commence à déranger ceux qui vivent en réagissant à tout. Non par arrogance, mais parce que ta stabilité devient un miroir et tout le monde n'aime pas ce qu'il voit quand il se regarde. Alors aujourd'hui, avant de te lever, fais un choix clair. N'essaie pas de contrôler le monde ni d'éviter les problèmes. Choisis de ne pas remettre le commandement. Répète en silence mais avec fermeté. Rien d'extérieur n'a de pouvoir sur moi. 8. Le calme, c'est de l'intelligence émotionnelle. Il existe une erreur courante que presque tout le monde commet, confondre le calme avec la soumission, comme si se taire était perdre.
comme si ne pas réagir était accepté, comme si garder sa posture était un signe de faiblesse. Mais c'est une lecture superficielle de la réalité. Le calme n'est pas se rétrécir, c'est refuser de se laisser entraîner dans le chaos. Réagir est facile, n'importe qui réagit quand il se sent provoqué, contrarié ou blessé. Il suffit d'une remarque déplacée, d'une frustration inattendue, d'un ton mal choisi et l'émotion prend le volant. Ça ne demande aucun courage, seulement un manque de maîtrise. Le véritable pouvoir apparaît ailleurs, à un endroit bien plus difficile, quand vous parvenez à garder l'esprit clair précisément au moment où tout tente de vous tirer vers la confusion. Un esprit agité est comme de l'eau en ébullition, on n'y voit rien. Mais quand l'eau s'apaise, tout devient visible. Le calme ne change pas la réalité, il révèle la réalité. Et c'est pour cela que le calme n'est pas de l'indifférence, c'est une présence, c'est une conscience suffisante pour entendre le bruit extérieur sans lui permettre d'envahir votre centre. Celui qui réagit par impulsion remet le contrôle de sa propre vie à l'environnement, aux paroles des autres, aux émotions passagères. Et une seule réaction mal choisie peut détruire en quelques secondes ce qui a mis des années à être construit. Être calme ne signifie pas que vous vous en moquez. Cela signifie que vous vous en souciez assez pour ne pas laisser n'importe quel stimulus décider à votre place. Voici le tournant. Celui qui réagit vit en étant constamment poussé. Celui qui choisit sa réponse se gouverne lui-même. Le calme naît exactement dans cet intervalle. L'espace entre ce qui se passe et la manière dont vous répondez. Dans cet espace, il y a de la clarté. Et là où il y a de la clarté, il y a un choix. Le calme vous protège. Il vous empêche de gaspiller de l'énergie dans des guerres inutiles, des discussions vides, des explications qui ne construisent rien. Pendant que beaucoup dilapident leur force en réagissant, vous la préservez pour décider, construire et soutenir ce qui compte. Dans un monde où presque tous vivent dans l'impulsion, celui qui maîtrise son propre calme se distingue naturellement, non pas parce qu'il parle plus fort, mais parce qu'il reste debout quand les autres se perdent. Le calme n'est pas être endormi, c'est être suffisamment éveillé pour ne pas être contrôlé par le premier élan. Et prenez cela comme une posture pour la journée. Ne pas réagir pour soulager une émotion, ne pas exploser pour se sentir fort, ne pas céder le contrôle pour quelques secondes de décharge. Si cela a fait sens pour vous, écrivez dans les commentaires « Je choisis de répondre avec clarté ». 9. Ne laisse pas l'opinion des autres te diriger. Tu seras observé, évalué et interprété, que tu le veuilles ou non. Quelqu'un va aimer, quelqu'un va être en désaccord, quelqu'un va te réduire à un commentaire, à une erreur isolée, à un fragment qui n'explique pas qui tu es dans ta totalité. Ce n'est pas une exception, c'est le scénario normal de la vie. Le problème n'est pas dans les opinions, il est dans ce que tu en fais. Très tôt, beaucoup de personnes ont appris à ajuster leur comportement comme on change de vêtements pour plaire à l'environnement. Elles parlent moins pour ne pas déranger. Elles s'expliquent trop pour ne pas être mal comprises. Elles cachent des parties d'elles-mêmes pour entrer dans l'attente des autres. Et, sans s'en rendre compte, elles commencent à vivre en fonction d'un public. Vivre en cherchant l'approbation, c'est comme conduire en regardant uniquement les rétroviseurs. Tu perçois le mouvement autour de toi, mais tu perds complètement la direction. Et celui qui perd la direction, tôt ou tard, se perd lui-même. L'opinion d'une autre personne ne naît pas de ton essence. Elle naît de son histoire, de ses références, de ses blessures, des limites de son regard. Quelqu'un peut te juger à partir de 5 minutes de ta vie et penser avoir tout compris. Cela en dit long sur la portée de son regard, pas sur qui tu es. L'erreur commence quand tu changes de posture chaque fois que quelqu'un t'évalue. À ce moment-là, tu n'essaies pas de t'améliorer, tu essaies de te protéger. Et protéger une image coûte cher. Tu commences à te rétrécir, à te justifier, à te défendre contre des attaques qui, bien souvent, n'ont même pas eu lieu. Ta valeur ne fonctionne pas comme une monnaie. Elle ne monte pas avec les applaudissements. Elle ne baisse pas avec la critique. Elle existe avant toute opinion et continue d'exister après que le bruit se soit dissipé. Épictète disait « Si tu veux être invincible, ne rends pas ta paix dépendante de ce qui n'est pas sous ton contrôle. » Et l'opinion des autres ne l'a jamais été. Aujourd'hui, ils louent, demain, ils critiquent. Aujourd'hui, ils approuvent, demain, ils changent. Confier ta paix à cela, c'est choisir de vivre dans l'instabilité. Être fort à l'intérieur, ce n'est pas ignorer tout ce qui se dit.
C'est savoir écouter sans absorber, c'est filtrer sans se fermer, c'est entendre avec maturité, mais décider avec autonomie. Quand tu as confiance en qui tu es, quelque chose change concrètement. Tu arrêtes de te justifier en permanence. Tu arrêtes de vivre sur la défensive, tu arrêtes d'expliquer ton essence à ceux qui ne sont pas disposés à voir. Tu tiens. Marc Aurèle l'a dit clairement. Choisis de ne pas te sentir offensé, et tu ne le seras pas. Parce qu'il existe un lieu en toi que personne ne touche sans ta permission, c'est là que vit ta stabilité, c'est là que naît ta liberté. Alors, avant de te lever aujourd'hui, fais un geste intérieur simple, mais ferme. N'essaie pas de convaincre qui que ce soit. N'essaie pas de plaire à tout le monde. N'essaie pas de te modeler pour entrer dans un moule. Répète en silence, comme une décision. Je sais qui je suis. Et avance dans ta journée à partir de cet endroit. 10. Tu existes au-delà de tes émotions. Avant de commencer ta journée, comprends quelque chose de simple que presque personne n'apprend assez tôt. Ressentir n'est pas le problème. Le problème est de confondre ce que tu ressens avec qui tu es. La colère apparaît, la peur surgit, la tristesse se manifeste. Cela ne dit rien de ton caractère, cela dit seulement que tu es humain. L'erreur commence au moment où tu transformes un état passager en identité. Quand tu dis « je suis comme ça », uniquement parce qu'aujourd'hui tu t'es réveillé comme ça. Quand tu te colles une étiquette à partir d'une émotion momentanée et que tu commences à vivre à l'intérieur de cette étiquette, comme si elle était permanente. Ressentir de la colère ne fait pas de toi une personne agressive. Ressentir de l'insécurité ne diminue pas ta valeur. Ressentir de la tristesse ne te rend pas faible. Ces émotions sont des messages, pas des sentences. Elles apparaissent pour informer quelque chose, pas pour diriger ta vie. Le problème n'est pas que l'émotion passe par toi, c'est quand tu t'y accroches, que tu nourris l'histoire intérieure et que tu commences à agir comme si c'était la vérité complète sur qui tu es. L'émotion est comme un visiteur qui frappe à la porte. Tu peux écouter ce qu'il a à dire, ou tu peux lui donner la clé de la maison et le laisser tout commander. Beaucoup de personnes font cela sans s'en rendre compte. Elles ressentent de la peur et se paralysent. Elles ressentent de la colère et explosent. Elles ressentent de la tristesse et abandonnent ce qui était important. Pas parce qu'elles en avaient besoin, mais parce qu'elles ont confondu ressentir avec obéir. Les stoïciens enseignaient que ce ne sont pas les événements qui te contrôlent, mais la réponse que tu choisis de leur donner. L'émotion surgit, la décision vient après, et c'est dans cet espace court, presque invisible, entre ressentir et agir, que réside ta liberté. Imagine ton esprit comme un ciel ouvert. Les émotions sont des nuages. Certains sont denses, d'autres légers. Ils passent toujours. Mais le ciel ne devient pas un nuage simplement parce qu'il est apparu. Quand tu essaies de lutter contre l'émotion, elle grandit. Quand tu t'identifies à elle, elle domine. Mais quand tu observes, sans drame et sans jugement, quelque chose change. Elle perd de sa force. L'autocontrôle n'est pas de la répression. Ce n'est pas faire semblant de ne rien ressentir. C'est reconnaître ce qui se passe à l'intérieur sans s'y noyer. Tu respires, tu observes, et ensuite, tu choisis. Tu peux ressentir de la peur et malgré tout avancer. Tu peux ressentir de la colère et malgré tout choisir le silence. Tu peux ressentir de la tristesse et malgré tout faire ce qui doit être fait. C'est là la différence entre réagir et conduire. Quand tu comprends que tu n'es pas tes émotions, tu reprends le commandement. Tu cesses de t'effondrer chaque fois que quelque chose sort du plan. Tu cesses de vivre prisonnier de l'impulsion du moment et tu commences à agir avec l'esprit au-dessus de la tempête intérieure. Cela ne signifie pas arrêter de ressentir. Cela signifie arrêter d'être gouverné. Parce que quand tu n'apprends pas à conduire tes émotions, ce sont elles qui te conduisent. Et, à ce moment-là, tu ne décides plus. C'est le sentiment du jour qui décide. Alors fais cet accord simple avec toi-même aujourd'hui. Écoutez ce que tu ressens, mais ne pas obéir à tout ce qui traverse ta tête. Tu n'es pas l'émotion, tu es celui qui l'observe, tu es celui qui choisit. Et c'est une clé pratique pour une vie plus stable, plus mûre, plus libre. Arrête d'essayer de régler le monde entier. Concentre-toi seulement sur le fait de remettre de l'ordre dans ta propre vie. Tu n'as pas besoin de tout gérer, ni de tout comprendre, ni d'avoir toutes les réponses. Tu as besoin de mettre de l'ordre dans ce qui est à ta portée et d'arrêter de te perdre avec ce qui ne dépend pas de toi.
Quand l'autocontrôle commence à peser plus lourd que tes peurs, quelque chose change vraiment. Les émotions cessent de te diriger, arrêtent de te pousser vers les mêmes erreurs et commencent à travailler en ta faveur. L'esprit cesse d'être un champ de bataille et devient un outil. C'est ici que tu arrêtes de réagir en pilote automatique et que tu commences à conduire ta propre vie, décision après décision, avec plus de fermeté et moins d'usure. Non pas parce que les problèmes disparaissent, mais parce que tu changes ta manière d'y répondre. C'est comme franchir une porte. De l'autre côté, tes limites existent encore. Tes anciens schémas réapparaissent encore. Tes réflexes d'auto-sabotage essaient encore d'agir. La différence est simple. Maintenant, tu n'obéis plus. Pense à la dernière vraie transformation que tu as vécue. Pas cet enthousiasme qui a duré quelques jours, mais un véritable tournant, de ceux qui réorganisent tout à l'intérieur et te placent à un autre niveau d'action. Ce type de changement ne commence jamais par la motivation. Il commence par une décision. Si tu es arrivé jusqu'à cette vidéo maintenant, ce n'est pas un hasard. C'est parce que quelque chose en toi a déjà compris que ressentir, réfléchir et désirer ne suffisent pas. Il faut agir autrement. Ce n'est pas une invitation à répéter le passé. C'est un appel à organiser ce qui s'est déjà éveillé en toi et à transformer cela en pratique. Maintenant, écoute bien ce qui suit. Leçon 1. Tes mots finissent par dessiner ta vie. Tu ne t'en rends pas compte, mais une immense partie de ton épuisement vient de tout ce que tu dis, de tout ce que tu expliques, de tout ce que tu justifies, de ce besoin constant d'être compris. Les stoïciens le savaient déjà. Zénon, le fondateur du stoïcisme, disait que la nature nous a donné 2 oreilles et une seule bouche pour une raison précise. Ce n'est pas un hasard, c'est un avertissement. Plus tu parles sans nécessité, moins tu écoutes. Et quand tu n'écoutes pas, tu perds en perception, tu perds en lucidité, tu perds en force. Quand tu parles trop, tu n'es pas présent, tu n'observes pas, tu ne comprends pas vraiment ce qui t'entoure, tu es trop occupé à essayer de faire sortir quelque chose. Et voici un point que presque personne n'accepte. Bien souvent, parler n'est pas communiquer, c'est l'anxiété qui cherche à se soulager. Tu parles pour te défendre avant même d'être attaqué. Tu parles pour justifier des décisions qui n'ont même pas encore été questionnées. Tu parles pour remplir des silences qui, en réalité, pourraient t'apprendre quelque chose. Pendant ce temps, tu cesses d'entendre les signaux, les intentions, les limites, les opportunités. Celui qui parle trop révèle plus qu'il ne devrait, expose son insécurité, montre sa fragilité, perd de l'autorité, sans même s'en rendre compte. Le silence, au contraire, te rend plus puissant. Il crée de l'espace. Il oblige l'autre à se dévoiler. Il te donne du temps pour observer, interpréter et choisir tes mots avec plus de justesse, s'ils ont vraiment besoin d'être dits. Marc Aurèle écrivait que nous devrions parler seulement lorsque cela est nécessaire et utile. Pas quand nous sommes envahis par l'émotion, pas quand nous voulons prouver quelque chose, pas quand nous sommes en train de réagir. Et il y a quelque chose d'encore plus profond là-dedans. Lorsque tu réduis le bruit extérieur de ta propre parole, tu commences à mieux entendre ce qui se passe à l'intérieur. Les pensées deviennent plus claires, les émotions ralentissent, l'esprit cesse de courir après la validation et commence à reprendre le contrôle. Parler moins ne change pas seulement la façon dont les autres te voient, cela change la façon dont tu te gouvernes. Tu commences à répondre au lieu de réagir, à choisir au lieu de t'expliquer, à soutenir le silence sans inconfort, et cela est un signe clair de maturité émotionnelle. Parler moins, ce n'est pas être froid, c'est être précis. Ce n'est pas se taire par peur, c'est choisir le bon moment. Ce n'est pas tout garder pour soi, c'est filtrer. Quand tu apprends à parler moins, ton esprit devient plus clair, tes décisions deviennent plus fermes, ta présence a plus de poids. Les gens commencent à t'écouter justement parce que tu ne parles pas tout le temps. La pratique d'aujourd'hui est simple, mais elle demande de l'autocontrôle. Au cours de la journée, avant de répondre, avant d'expliquer, avant de te justifier, fais une pause. Demande-toi, est-ce que cela doit être dit? Est-ce que cela améliore quelque chose? Est-ce que cela me renforce? Ou est-ce que cela ne fait que soulager mon anxiété? Si la réponse est non, reste en silence. Quand tu maîtrises le silence, la confusion diminue et tu t'organises intérieurement. Et si aujourd'hui tu as décidé d'observer davantage et de ne parler que lorsque c'est nécessaire, marque-le clairement. Aujourd'hui,
Je choisis de parler moins. Celui qui apprend à gouverner sa propre bouche ne tarde pas à gouverner son propre esprit. Leçon 2. L'inconfort juste te renforce. Quand tu as 2 options dans la vie, les stoïciens sont clairs. Choisis celle qui te demande plus de toi. Pas la plus confortable, pas la plus facile. Celle qui te met au défi, parce que le confort ne construit pas la force. Le confort maintient simplement tout exactement comme c'est. Marc Aurèle parlait de cela dans les Pensées pour moi-même. Il décrit comment, délibérément, il s'entraînait à tenir les rênes du cheval avec la main non dominante. Pas parce que c'était nécessaire, pas parce que c'était efficace, mais parce que c'était difficile, parce que cela demandait de l'attention, parce que cela le sortait du pilote automatique. Ce n'était pas naturel pour lui, ce n'était pas confortable. Et c'était précisément ça le but. Cette pratique simple était un entraînement mental. Une manière de se rappeler que l'esprit ne se renforce que lorsqu'il apprend à soutenir l'inconfort sans le fuir. Que grandir, ce n'est pas répéter ce que tu maîtrises déjà, mais te placer consciemment sur le terrain où tu es encore faible. C'est cette métaphore qui vaut pour ta vie. Chaque fois que tu choisis le chemin le plus facile, tu préserves ce que tu es déjà. Chaque fois que tu choisis le chemin le plus difficile, tu construis ce qui n'existe pas encore en toi. Choisir ce qui te met au défi, c'est choisir le chemin le plus long. C'est opter pour la conversation difficile plutôt que le silence confortable. C'est maintenir la discipline quand personne ne regarde. C'est faire les choses d'une manière qui n'est pas encore naturelle, en sachant qu'avec le temps, cela devient de la force. Essaie cela de façon concrète. Utilise ta main non dominante dans des tâches simples. Écris, brosse-toi les dents, fais quelque chose de quotidien d'une manière qui n'est pas confortable. Observe la frustration apparaître. Observe l'envie d'abandonner. Et observe surtout comment tu progresses quand tu ne fuis pas. Ce petit entraînement enseigne quelque chose de profond. Tu n'es pas gouverné par l'habitude. Tu es capable d'apprendre, de t'adapter et de grandir. Chaque fois que tu évites l'inconfort, tu restes à la même taille. Chaque fois que tu l'affrontes, tu t'élargis. C'est pour cela que le choix est simple, mais qu'il demande du courage. Arrête de choisir ce qui est facile simplement parce que c'est familier. Choisis ce qui te met au défi. C'est là que la force se forme. Et si cette idée a fait sens pour toi, écris dans les commentaires « Aujourd'hui, je choisis ce qui me met au défi ». Parce que c'est dans l'inconfort conscient que ta meilleure version commence à prendre forme. Leçon 3. Ne perds pas ta sensibilité. La vie va te présenter des personnes difficiles, des situations difficiles, des émotions difficiles. C'est inévitable. Mais il y a quelque chose que tu dois comprendre avec clarté. La plupart du temps, ce n'est pas à propos de toi. Les gens agissent à partir de leurs propres douleurs, peurs, frustrations et limites. Et quand tu interprètes chaque attitude comme une attaque personnelle, tu ne te protèges pas, tu te refermes. Épictète allait droit au but quand il disait « Ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais l'opinion que nous en avons. » L'impact ne naît pas de ce qui arrive, il naît de l'histoire que tu te racontes à propos de ce qui est arrivé. Quand tu décides que le comportement de l'autre a été fait pour te blesser, pour te diminuer, pour te provoquer, quelque chose change à l'intérieur. Tu te durcis, tu crées des défenses, tu dresses des murs. Et peu à peu, tu commences à réagir à la vie comme si tu étais toujours attaqué. Il existe un type de fleur qui, chaque fois qu'elle reçoit un contact brusque, se referme immédiatement. Non pas parce qu'elle est faible, mais parce qu'elle a appris que se fermer est la seule façon de se protéger. Le problème, c'est que lorsqu'elle reste fermée, elle cesse aussi de recevoir la lumière. Beaucoup de personnes font la même chose. Chaque frustration devient une armure. Chaque déception devient une rigidité. Chaque critique devient une raison de plus de se fermer. Et sans s'en rendre compte, elle cesse de ressentir, de faire confiance, de se déplacer avec légèreté. Ne pas se durcir face à la vie ne signifie pas être naïf. Ce n'est pas tout accepter, ce n'est pas tolérer le manque de respect. C'est apprendre à ne pas transformer la douleur en identité. C'est répondre avec conscience, et non par contraction. Quand tu te fermes trop, ce n'est pas seulement ce qui blesse qui reste dehors. Ce qui nourrit n'entre pas non plus. Les stoïciens n'enseignaient pas la froideur émotionnelle. Ils enseignaient la solidité intérieure avec une flexibilité extérieure. La capacité d'absorber l'impact sans perdre la forme, comme l'eau qui s'adapte sans se briser. La pratique d'aujourd'hui est simple, mais elle demande de la maturité.
Quand quelque chose t'atteint avant de réagir, demande-toi, est-ce vraiment à propos de moi ou est-ce à propos de l'autre? Cette pause change tout. Elle t'empêche de te durcir, elle te rend de l'espace intérieur. Et si ce point a fait sens pour toi, écris dans les commentaires. Aujourd'hui, je choisis de ne pas me durcir. Parce que lorsque tu cesses de réagir à tout comme à une attaque, la vie cesse de ressembler à une bataille et commence, enfin, à couler. Leçon 4. Apprends à te maîtriser. À un moment donné, nous dépassons tous la limite. Nous exagérons, nous cédons à l'impulsion. Nous achetons plus que nécessaire, nous mangeons au-delà du besoin, nous célébrons trop, nous réagissons trop. Cela n'arrive pas parce que nous sommes faibles. Cela arrive parce que, pendant quelques instants, nous cessons de percevoir le point d'équilibre. Ce n'est pas le manque qui nous rend malades. C'est l'excès répété, déguisé en plaisir, en soulagement ou en sentiment de mérite. Dépasser la mesure draine l'énergie. Dépasser la mesure crée de l'anxiété. Dépasser la mesure nous fait perdre notre centre. Plus tu dépasses le point, plus tu deviens instable à l'intérieur. Et plus tu deviens instable, plus tu cherches des stimulations pour compenser ce vide. C'est ainsi que le cycle commence. L'excès appelle encore plus d'excès. Le stimulus appelle plus de stimulus. Et sans t'en rendre compte, tu cesses de choisir et tu commences seulement à réagir. Les stoïciens appelaient cela le manque de tempérance. Non comme un jugement moral, mais comme un avertissement pratique. Celui qui ne sait pas s'arrêter, tôt ou tard, perd le contrôle. Pas d'un coup, mais progressivement. D'abord de son attention, ensuite de sa clarté, et enfin de lui-même. Marc Aurèle était très clair à ce sujet. Il disait de ne pas laisser l'esprit être écrasé par la vie dans son ensemble, ne pas tout porter en même temps, ne pas dramatiser le tout, rester ferme dans la situation présente, faire seulement ce qui est à portée de main. Cela suffit. Et quand cela suffit, l'esprit se repose. La tempérance, c'est cela. La capacité de ne pas se laisser emporter par l'excès du moment. C'est savoir dire « ça suffit » avant que le plaisir ne devienne culpabilité, avant que la célébration ne devienne vide, avant que l'impulsion ne devienne regret. C'est interrompre l'exagération tant qu'il reste de la lucidité. Il y a une force discrète à s'arrêter au bon moment. Alors que beaucoup confondent contrôle et répression, la tempérance montre l'inverse. Celui qui se retient ne se limite pas, il se préserve. Il ne s'agit pas de vivre réprimé, il s'agit de vivre conscient, de percevoir le point exact où quelque chose cesse de te servir et commence à te consumer. Ce point est subtil, mais quand tu apprends à le ressentir, tu ne te perds plus facilement. Quand tu pratiques la tempérance, ton esprit devient plus clair, tes émotions plus stables, tes décisions plus nettes. Tu cesses de vivre en oscillant entre excès et regret. Tu apprends à maintenir l'équilibre, même lorsque le monde t'invite à l'excès. La pratique d'aujourd'hui est simple, mais elle demande de l'attention. Tout au long de la journée, observe où tu as l'habitude de dépasser la limite. Cela peut être dans la nourriture, dans le téléphone, dans les achats, dans les paroles, dans les réactions. Quand tu t'en rends compte, arrête-toi. N'avance pas d'un pas de plus. Ne négocie pas avec l'impulsion. Reste là. Concentre-toi uniquement sur ce qui est devant toi, sur ce qui est sous ton contrôle maintenant. Pas sur après, pas sur l'excès, seulement sur maintenant. Cela suffit, parce que celui qui apprend à se contenir au bon moment ne perd pas sa liberté, il gagne la maîtrise. Et la maîtrise est l'une des formes les plus profondes de paix intérieure. Leçon 5. Tu n'as pas besoin de résoudre la vie de qui que ce soit. Il existe un gaspillage silencieux d'énergie que beaucoup de gens ont normalisé, être trop attentif à la vie des autres. Juger des décisions, critiquer des choix, essayer de corriger des chemins qui ne sont pas les tiens. Et plus tu fais cela, moins il te reste de temps pour regarder ton propre désordre. Marc Aurèle mettait déjà en garde contre cela dans Penser pour moi-même. Il disait que les erreurs doivent rester avec ceux qui les commettent, parce que chaque personne est sur son propre chemin, en train de gérer le niveau de conscience qu'elle a à ce moment-là. Forcer quelqu'un à voir le monde à travers tes yeux n'est pas de la sagesse, c'est de la vanité déguisée. Tu as déjà largement de quoi te concentrer. Tes pensées, tes réactions, tes choix, tes erreurs. Avant d'essayer d'ajuster la vie des autres, il y a tout un travail en cours à l'intérieur de toi qui demande encore de l'attention. Pendant que tu observes,
commentes et t'irrites du comportement des autres, quelque chose passe inaperçu, ta propre vie passe au second plan. Ton attention se disperse, ton énergie se dilue, et ce qui devrait servir à grandir devient du bruit. Les stoïciens étaient très clairs sur ce point. Tu ne gouvernes qu'une seule chose, toi-même. Tout ce qui échappe à cela ne mérite pas ton usure émotionnelle. Si quelqu'un se trompe, il apprend. S'il insiste, il en paie le prix. Ce processus ne t'appartient pas, ce n'est pas à toi de le corriger. Il y a ici une illusion dangereuse, celle de croire que s'impliquer dans les erreurs des autres est un signe de lucidité alors que bien souvent, ce n'est qu'une fuite. Il est plus facile de pointer du doigt que de regarder à l'intérieur, plus confortable de corriger que de se corriger soi-même. Marc Aurèle était direct. Si tu n'es pas encore irréprochable dans ce qui dépend de toi, alors il n'y a aucune raison de t'immiscer dans la vie d'autrui. La véritable autorité naît de l'exemple silencieux, pas de l'ingérence constante. La pratique d'aujourd'hui est simple et inconfortable. Chaque fois que tu ressens l'envie de donner ton avis, de juger ou de corriger quelqu'un, arrête-toi et demande-toi « Qu'est-ce que, dans ma propre vie, j'évite de regarder maintenant ?» Utilise cette réponse comme direction. Travaille sur ta propre clarté, sur ta propre discipline, sur ta propre amélioration. Parce que lorsque tu prends soin de ta part avec sérieux, le monde autour de toi cesse d'être une distraction et devient une conséquence. Et si cela a fait sens pour toi, écris dans les commentaires « Je m'occupe de ce qui est à moi ». Parce que moins tu te mêles de la vie des autres, plus tu crées d'espace pour organiser la tienne. Leçon 6. Laisse ton esprit respirer à nouveau. Il existe une fatigue qui ne vient pas du corps, elle vient de l'esprit trop rempli. Des pensées éparpillées, des préoccupations ouvertes, des tâches non résolues, des idées qui tournent sans jamais trouver un endroit où se poser. C'est une usure silencieuse, constante, qui ne se voit pas dans le miroir mais qui vole ton énergie chaque jour. Quand tout reste dans la tête, rien n'est vraiment sous contrôle. La confusion mentale n'est pas un manque de capacité, c'est un excès de bruit. Ce n'est pas que tu ne saches pas quoi faire, c'est qu'il y a trop d'informations qui se disputent l'attention en même temps. C'est essayer de vivre en portant tout à la fois, sans jamais déposer quoi que ce soit. Et plus tu tentes de tout retenir, plus tout devient lourd. C'est pour cela que le premier pas est simple et direct. Note tout. Les préoccupations, les rappels, les idées encore floues, les choses que tu essaies de te rappeler en permanence. Ne compte pas sur ta mémoire quand l'esprit est déjà saturé. Tout ce qui reste en suspens dans la tête consomme de l'énergie. Tout ce qui va sur le papier rend de l'espace. Libérer de l'espace mental n'est pas un détail, c'est une stratégie. C'est la moitié de la bataille. Tant que quelque chose n'est pas écrit, cela continue d'exiger ton attention. Cela tire ta concentration, fragmente ton focus, te maintient dans un état d'alerte constant. C'est comme essayer de traverser la journée avec plusieurs onglets ouverts dans la tête. Tu ne te reposes pas, tu passes simplement de l'un à l'autre. À la fin de la journée, l'épuisement ne vient pas de ce que tu as fait, il vient de ce qui est resté en attente. Organiser sa vie, ce n'est pas chercher la perfection. Ce n'est pas vivre sans désordre. C'est créer suffisamment de stabilité pour ne pas se sentir englouti par le chaos. C'est savoir ce qui compte maintenant, ce qui peut attendre et ce qui doit être éliminé. La clarté, ce n'est pas faire plus, c'est mieux couper. Les stoïciens comprenaient cela avec beaucoup de lucidité. Un esprit désorganisé réagit à tout. Un esprit organisé choisit. Et choisir est la base de la tranquillité. Celui qui ne choisit pas consciemment finit par vivre sous l'impulsion, l'urgence et la pression. Quand tu sors les choses de ta tête pour les mettre à l'extérieur, tu cesses d'être prisonnier de la pensée répétitive. La clarté ne vient pas quand tu penses davantage. Elle vient quand tu penses mieux, avec moins de poids et plus de direction. Et penser mieux commence quand tu arrêtes de porter seul ce qui peut être organisé. La pratique de cette leçon est objective. Prends une feuille ou un carnet et déverse tout, sans ordre, sans filtre, sans jugement. Sors-le simplement de ta tête. Ensuite, organise, décide, élimine ce qui ne sert pas, priorise ce qui compte. N'essaie pas de tout résoudre maintenant. D'abord, vois tout avec clarté. Et quand l'esprit commence à voir clairement, le corps répond, la respiration change et la sensation de contrôle revient peu à peu. Quand l'esprit s'organise, le bruit diminue.
l'énergie revient, et tu cesses de simplement survivre au jour pour recommencer à les conduire avec fermeté. Leçon 7. Ce que tu caches finit par te contrôler. Certains sentiments restent à l'intérieur de nous. Nous gardons des émotions au plus intime de nous-mêmes. Une fois, il y a eu un rejet, un besoin ignoré et traité comme un excès. Un sentiment que tu as fait semblant de ne pas trouver important pour ne pas perdre quelqu'un, un lieu, une opportunité. Cela ne disparaît pas simplement parce que tu as continué d'avancer. Cela reste, s'accumule, s'installe. Avancer ne signifie pas que c'est réglé. Cela signifie seulement que tu as appris à fonctionner en portant. Certaines choses demeurent en toi, et tant qu'elles demeurent, elles continuent d'agir. Elles entrent dans tes décisions, dans tes relations, dans la façon dont tu fais confiance, dans la manière dont tu réagis quand quelque chose menace d'échapper au contrôle. L'inconscient n'oublie pas ce qui a été refoulé. Il ravive, répète, s'infiltre et décide à ta place sans demander la permission. Tu peux même organiser l'extérieur, donner des vêtements, ranger des tiroirs, changer de routine. Mais la véritable légèreté ne naît pas dehors. Elle commence quand tu deviens capable de lâcher ce qui est resté coincé à l'intérieur. Et lâcher, ce n'est pas renoncer à ton histoire. Ce n'est pas nier que cela a fait mal. Ce n'est pas faire comme si cela n'avait eu aucun impact. Lâcher, c'est reconnaître que cela a déjà rempli le rôle qu'il devait remplir. Cela t'a appris des limites, t'a donné de la perception, t'a forcé à mûrir. Mais si tu continues à le porter, cela cesse d'être un apprentissage et devient une prison. L'attachement émotionnel crée des frontières silencieuses. Il définit jusqu'où tu t'autorises à aller, à quel point tu t'engages, à quel point tu te protèges, à quel point tu fais confiance. C'est comme avoir une pièce verrouillée à l'intérieur de toi. La vie continue, tu travailles, tu es en relation avec les autres, tu fonctionnes. Mais cet espace fermé continue d'occuper de la place, d'accumuler du poids, de voler de l'air. Et avec le temps, tu t'habitues à vivre à l'étroit, comme si c'était normal. Lâcher, c'est déverrouiller cette porte. Pas pour effacer ce qui s'est passé, mais pour arrêter de vivre en étant otage de cela. Quand les stoïciens parlaient de liberté intérieure, ils ne parlaient pas de contrôler le monde. Ils parlèrent de cette capacité rare et puissante de ne pas être gouverné par ce qui est déjà passé, de ne pas permettre que des douleurs anciennes continuent de décider de ta façon de vivre aujourd'hui. La pratique d'aujourd'hui est simple, mais elle exige du courage. Choisis un sentiment que tu caches depuis un moment, rancœur, culpabilité, colère ou tristesse, et écris à son sujet. Pas pour justifier, pas pour accuser, pas pour te punir. Écris pour reconnaître, pour nommer, pour admettre l'impact. Et ensuite dis-toi avec clarté, cela a existé, cela m'a marqué, mais cela ne va plus me définir. Et si ce premier pas t'a parlé directement, écris dans les commentaires. Aujourd'hui, je choisis de lâcher ce que j'ai caché. Parce que tant que tu portes ce qui est déjà passé, ta vie avance lourde. Mais quand tu lâches, quelque chose change à l'intérieur, et c'est là que l'ordre commence vraiment. Leçon 8. Prends soin de toi à travers tes habitudes. Il est impossible de mettre sa vie en ordre quand on vit sans énergie. Pas par manque de volonté, pas par manque de clarté, mais parce qu'un corps fatigué sabote toute décision avant même qu'elle ne naisse. Tu peux comprendre ce qui doit changer, tu peux même vouloir faire différemment. Mais quand tu te réveilles épuisé, que tu dors mal, que tu manges mal et que tu vis en mode automatique, l'esprit perd de la force, la discipline s'affaiblit et tout devient trop coûteux. Ce n'est pas de la paresse, c'est de l'usure. Et l'usure constante vole la capacité de bien choisir. Les habitudes ne sont pas des détails. Elles décident de ce que tu peux réellement soutenir, de ce que tu veux construire. Elles n'apparaissent pas seulement dans le résultat final, elles apparaissent tous les jours, dans le niveau d'énergie avec lequel tu te réveilles et dans la clarté avec laquelle tu fais face à ce qui doit être fait. Les stoïciens ne séparaient pas l'esprit et le corps. Pour eux, un corps négligé affaiblit l'esprit, et un esprit fragile naît presque toujours d'un corps abandonné. Il n'existe pas de clarté durable dans un corps constamment épuisé. Il n'existe pas d'autocontrôle quand le corps vit en état de survie. Regarde honnêtement ta routine. Comment tu dors, comment tu manges, combien tu bouges, ou comment tu commences et termines tes journées. Ce n'est pas secondaire, c'est la base. La manière dont tu prends soin de ton corps aujourd'hui détermine le type d'esprit que tu auras demain.
Quand tu crées des habitudes saines, quelque chose change silencieusement. L'esprit devient plus stable, les émotions perdent l'excès, les décisions deviennent plus claires. Tu cesses de vivre en réaction et tu commences à soutenir des choix. Tu arrêtes d'éteindre des incendies intérieurs et tu commences à construire de la constance. Il ne s'agit pas de perfection, il ne s'agit pas de radicalisme. Il s'agit de cohérence. Un corps soigné soutient un esprit ferme. Un esprit ferme soutient une vie organisée. La cohérence, c'est faire le basique correctement tous les jours, même quand personne ne regarde. Et voici le point le plus important. Personne ne construit un ordre intérieur en vivant dans un épuisement physique constant. Tu ne gouvernes pas ta vie quand tu es trop fatigué pour décider. Celui qui vit épuisé ne choisit pas, il réagit seulement. Aujourd'hui, choisis une habitude simple qui rend de l'énergie à ton corps. Mieux dormir, marcher chaque jour, boire plus d'eau, réduire les excès, bouger. N'en choisis pas plusieurs. Choisis-en une et respecte-la. La discipline ne commence pas par de grands changements. Elle commence par une petite constance. Parce que chaque habitude saine est un vote silencieux en faveur de la vie que tu veux vivre. Et sans énergie, il n'y a pas d'ordre. Il n'y a que la survie. Leçon 9. Vis sans demander de validation. Chaque fois que tu fais quelque chose de juste, presque automatiquement, quelque chose se passe à l'intérieur. L'envie apparaît d'être vue, d'être reconnue, de recevoir un signe que ce que tu as fait avait de la valeur. Parfois c'est un compliment, parfois un remerciement, parfois simplement l'attente silencieuse d'un retour. Et quand cela ne vient pas, même sans t'en rendre compte, quelque chose en toi se frustre. C'est plus courant qu'on ne le pense. Cela ne signifie pas une faiblesse. Cela signifie simplement qu'à un moment donné, tu as appris à mesurer la valeur de ce que tu fais à travers la réaction des autres. Mais observe calmement ce qui se passe à ce moment-là. Quand tu commences à agir en attendant une validation, ton action n'est déjà plus totalement libre. Elle porte une attente. Et quand la réponse extérieure n'apparaît pas, ta tranquillité s'en va avec elle. Non pas parce que tu as fait quelque chose de mal, mais parce que tu as mis ta paix entre des mains qui ne sont pas les tiennes. Marc Aurèle voyait cela avec une grande clarté. Il a écrit quelque chose de simple et direct. Quelqu'un a-t-il bénéficié de ton action? Cela suffit déjà. Pourquoi cherches-tu encore du crédit? Pourquoi veux-tu une récompense en plus de cela? Cette question n'accuse pas, elle révèle. Elle révèle une habitude silencieuse qui affaiblit l'esprit. Faire ce qui est juste, tout en continuant à regarder à l'extérieur, en attendant que quelqu'un confirme ta valeur. Tant que tu auras besoin d'être reconnu, tu seras dépendant. Dépendant du regard, de la réaction, du retour, de la gratitude de l'autre. Et une vie construite ainsi n'est jamais stable, parce qu'il suffit que la reconnaissance ne vienne pas pour que surgisse le vide, le doute, le sentiment que rien n'a été suffisant. Le stoïcisme enseigne le chemin inverse. Faire ce qui doit être fait parce que c'est juste, non parce que cela sera vu. Agir en cohérence avec ses propres valeurs et non à la recherche d'approbation. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est de la solidité. Quand tu fais le bien en attendant quelque chose en retour, même si ce n'est que de la reconnaissance, tu transformes la vertu en monnaie. Et la vertu n'a pas été faite pour être négociée. Elle existe pour soutenir qui tu es, pas pour acheter des applaudissements. Il existe une force discrète dans le fait d'agir sans public, dans le fait d'accomplir ce qui doit être accompli, même quand personne ne remarque, personne ne remercie, personne ne félicite. À ce moment-là, tu cesses de vivre prisonnier de la validation extérieure et tu commences à répondre uniquement à ta propre conscience. Observe combien de fois la frustration apparaît, non pas parce que quelque chose a mal tourné, mais parce que personne n'a reconnu ton action. C'est un signal important. Il montre où se trouve ton centre. Et tant que ce centre sera à l'extérieur de toi, chaque absence de retour deviendra une souffrance inutile. Arrêter de chercher la validation, ce n'est pas devenir froid. Ce n'est pas se fermer. C'est devenir entier. C'est savoir que la valeur de ce que tu fais ne dépend pas de la réaction des autres, mais de la droiture de ton intention. La pratique d'aujourd'hui est simple, mais elle demande de la maturité. Fais quelque chose de juste sans en parler à personne. N'annonce rien, n'observe pas les réactions, n'attends aucune réponse. Fais-le simplement et soutiens cela en toi. Si aujourd'hui tu décides d'agir sans avoir besoin d'être vu, marque-le ainsi. Aujourd'hui,
J'agis sans avoir besoin d'être validé. Parce que quand tu cesses de chercher la reconnaissance, quelque chose change en profondeur.